C'est-à-dire que je crois que nous sommes menacés par les effets de ce sentiment de menace généralisé aujourd'hui chez une majorité de la population. C'est-à-dire que, au fond, lorsque on estime qu'une partie de la population nous menace, en l'occurrence là les musulmans, on ne se réfère pas aux musulmans réels, c'est ce que j'ai pu constater dans mes différents travaux. On se réfère à un processus que j'ai appelé l'islamisation, qui a deux aspects. L'aspect quantitatif, il y aurait une progression quantitative du nombre de musulmans, presque comme je ne sais pas moi, une montée des eaux, quelque chose, un phénomène physique contre lequel on ne pourrait rien faire. Puis le deuxième aspect, c'est l'aspect qualitatif, c'est-à-dire qu'il y aurait une intention, c'est-à-dire que ça serait un phénomène géophysique, mais intentionnel, global. Et ça, c'est faux. C'est faux, mais c'est l'objet d'une angoisse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'origine de cette angoisse, parce qu'au nom de cette angoisse, on se croit en situation de guerre, et quand on se croit en situation de guerre, on prend des mesures adaptées à la situation de guerre, c'est-à-dire à l'urgence. Par exemple, relativement à la laïcité, on peut justifier des discriminations, on peut justifier le fait d'écorcher une partie des libertés publiques, parce qu'on serait en situation d'urgence. C'est un peu comme quand vous êtes dans une guerre et que vous voulez juger les gens, vous les jugez de manière un peu différente, vous mettez en place des tribunaux d'exception, des tribunaux en temps de guerre. Et il me semble que la laïcité, telle qu'elle se développe aujourd'hui, qui focalise sur les musulmans, devient de plus en plus une laïcité en temps de guerre, donc une laïcité d'exception, qui prend des mesures exceptionnelles, donc des mesures d'exception qui visent spécifiquement des musulmans. Et ça, je pense que c'est mauvais parce que ça affaiblit l'état de droit. Ça affaiblit même la place de la France. Pascal l'a dit, la place de la France dans les relations internationales, pas seulement en interne. Une caractéristique de l'angoisse collective que nous vivons actuellement, c'est qu'elle est paranoïde. Elle est paranoïde, c'est-à-dire que ceux qui sont majoritaires ont tellement du mal à se reconnaître, c'est-à-dire le nous de la communauté française, des gens qui se reconnaissent comme français, comme européens, ont tellement du mal à se trouver, c'est tellement introuvable, ils ont un tel problème d'identité, ils ont tellement peur de ne pas être identiques à ce qu'ils ont été, qu'ils ont le sentiment que toute communauté, toute visibilité qui serait en contradiction avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, qui s'opposerait, qui serait très légèrement différente, même seulement de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, les menace. Du coup, il y a une sorte d'inversion assez étonnante, où ceux qui sont minoritaires, quantitativement, réellement, sont perçus comme majoritaires qualitativement. C'est comme s'ils avaient déjà vaincu, il y a une sorte d'anticipation. Vous voyez, ça crée un phénomène étrange où ça touche les musulmans évidemment, mais ça va toucher de façon caricaturale, parce que je dis c'est caricatural, les Roms, le problème des Roms, parce que les Roms, eux, ils sont entre 15 000 et 20 000, alors là on n'est pas à l'échelle de quelques millions, et on va entendre quand même des hommes politiques qui vont finir par dire si ça continue, Paris pourrait devenir un gigantesque camp Rome, ne serait-ce que quantitativement dans un pays de 65 millions d'habitants, 15 000 individus, au maximum 20 000 individus, c'est ne serait-ce pas possible. Et on voit bien cette peur des petits nombres, qui d'une manière générale est caractéristique du XXIe siècle, alors que le XXe siècle c'était plutôt la peur des grands nombres, de la masse, des révolutions massives, et qui fait le lien avec le terrorisme, le petit nombre, la suspicion. Ils ne sont pas nombreux, mais au fond ils ont une intentionnalité qui peut les pousser à l'attentat, qui nous menace. Et moi je pense qu'il faut sortir de cette peur des petits nombres, de cette espèce d'inversion, de cette majorité qui se croit minoritaire, etc. Il faut sortir de cette logique-là. Parce que c'est cette logique qui laisse place à ce que j'appelle ce populisme liquide actuel, liquide parce qu'il circule à peu près dans l'ensemble de la société, mais aussi dans l'ensemble du champ politique. Je ne pense pas qu'il faille réfléchir aux fins de cette instrumentalisation comme à des fins stratégiques, mais plutôt à des fins tactiques, c'est-à-dire des fins très limitées, qui ne sont pas fondées sur une idéologie très construite elle-même. Il n'y a pas convergence idéologique. Vous savez, quand il y a une stratégie, c'est qu'on a des objectifs à moyen et long terme. La tactique, c'est sur le moment, par exemple, ça serait vendeur de faire un livre qui dit l'islam vaincra le monde, donc on écrit un livre, l'islam vaincra le monde. Donc c'est tactique, c'est pas stratégique. En revanche, la question qui me paraît être la plus importante, c'est
Pourquoi est-ce que ça marche? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ces vendeurs, pourquoi est-ce que cette angoisse existe vraiment? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a des leaders populistes, c'est-à-dire des gens qui s'expriment au nom de la défense du vrai peuple, de la vraie culture, du bon sens, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi est-ce que ça marche d'utiliser l'islam? Pour moi, la raison pour laquelle ça marche d'utiliser l'islam, c'est on a vu apparaître dans l'espace politique aujourd'hui, et là, effectivement, il y a une vraie instrumentalisation de la part du Front National. Là, pour le coup, il y a eu une tactique spécifique de la part du leader actuel, Marine Le Pen, du Front National, de faire varier son programme en fonction de cette nouvelle angoisse. Elle sait que c'est une angoisse face au monde extérieur, donc la globalisation, la mondialisation. Donc son programme, c'est anti-mondialisation, anti-libéralisme, dérégulé, etc. Pas du tout ce que visait son père, qui était pour la suppression de l'impôt sur le revenu, donc plutôt libéral, nationaliste, mais libéral à l'intérieur, défense du petit commerçant, etc. Ce n'est pas du tout son cas. Elle se veut sociale, voire socialiste, puisqu'elle reproche à François Hollande non pas d'être socialiste, mais de ne pas l'être assez, contrairement à son père, qui reprochait à François Mitterrand d'être socialiste. Hein. Bon, donc là, on a vraiment un changement. Mais comme la mondialisation, le système néolibéral, c'est trop impersonnel, elle personnalise avec le musulman. La question, c'est pourquoi est-ce que le musulman, c'est l'idéal type en quelque sorte? Pourquoi c'est si pratique? Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que le musulman, au-delà de ce qui a été évoqué dans ce colloque, le rapport à la colonisation, qui est très traumatique de part et d'autre, le rapport au terrorisme qui se revendique de l'islam, il y a un autre facteur qui joue dans cette période de populisme, de défense généralisée de la culture, et qui est rassembleur, qui permet de rassembler dans un nouveau noyau politique les réactionnaires et les progressistes, ceux qui se veulent plutôt traditionnalistes, conservateurs, et ceux qui se veulent progressistes, au-delà de leurs différences de programme, au nom de ce sentiment de défense culturelle. Hein. Et le musulman, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que le musulman, c'est à la fois l'image du sarrasin, ennemi multiséculaire de l'Europe chrétienne, donc ça permet de mobiliser les sentiments de défense, des sentiments de ceux qui se veulent conservateurs, l'Europe chrétienne, nos valeurs, etc. Et en même temps, c'est l'image de l'anti-modernité. Il ne serait pas féministe, il ne tolérerait pas l'homosexualité, etc. Donc tous les acquis de la liberté d'expression, de la modernité, etc. Donc cette espèce de biface, de double face dans l'imaginaire du musulman, en fait la cible idéale pour rassembler des sentiments qui peuvent venir des progressistes comme des réactionnaires, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Marine Le Pen a réussi cette nouvelle majorité au centre de l'échiquier politique, elle apparaît comme étant modérée, sociale, etc. C'est pour ça que, quand on disait tout à l'heure, les unes consacrées au Front National ne vendent plus tant que ça, c'est normal. Puisque on sait que ce qui vend dans les unes, c'est le rapport à l'angoisse, la peur, on veut découvrir ce qu'il y a derrière, on dit il y a un complot de la franc-maçonnerie. Quand les gens pensent qu'il y a un complot général de la franc-maçonnerie, ils lisent sur la maçonnerie, parce qu'ils ont peur, c'est secret, etc. Ils veulent découvrir des choses. Aujourd'hui, contrairement aux années 80, où les unes sur le Front National, quand on avait peur du Front National, que c'était secret, c'était un mouvement dur d'extrême droite, on avait envie de lire. Aujourd'hui, les gens ne sont pas impressionnés par le discours de Marine Le Pen, justement parce qu'elle a réussi à le normaliser par son côté nationaliste et socialiste, en utilisant l'islam. Là oui, il y a instrumentalisation tactique.